Bonjour à tous, très heureuse de vous retrouver pour cette quotidienne du 26 janvier. En actu aujourd'hui, retour sur la séance d'information publique organisée par la municipalité glandoise. À l'ordre du jour, le futur réaménagement du Vieux-Bourg. Qu'en pensé les Glandois? Nous leur avons tendu le micro. En sport, on prend des nouvelles de la Saint-Sergoise Amandine Colli, l'athlète professionnelle de bodybuilding, se lance désormais dans le coaching. Elle est avec nous aujourd'hui en plateau. Bonjour Amandine, avec vous on parlera notamment de vos objectifs, mais également des compétitions pour 2023. Enfin, en culture, retour sur la jolie victoire de Givrin qui organisera la prochaine fête cantonale des jeunesses vaudoises du 31 juillet au 18 août. Alors on voit, l'image est un peu trouble, mais je crois que c'était à l'image justement de l'émotion sur notre plateau aujourd'hui. Le président et le vice-président du comité d'organisation, Grégory Dominique et Jordan Rébété. Bonjour à vous, merci beaucoup d'être avec nous sur ce plateau. Enfin, Alexandre, lui, nous emmène sur la route à la station des Rousses où 15 000 personnes sont attendues pour les championnats et la Coupe du Monde de ski de fond. Une première pour le domaine de la Dôle qui aura lieu du 27 au 29 janvier, c'est ce week-end. Pour commencer, la suite de notre série dédiée aux élections complémentaires à Nyon. 5 minutes pour vous convaincre et vous séduire. Les candidats auront à chaque fois 5 minutes et 3 questions à tirer au sort. Vous le savez, c'est les règles du jeu auxquelles se sont confrontés ces candidats-là avant le vote du premier tour fixé au 4 février prochain. Sur la liste numéro 2 pour la plateforme de gauche, pour les Verts et le Parti socialiste, Valérie Mosner-Léger. Valérie Mosner-Léger, bonjour. Bonjour. Vous êtes candidate à l'élection complémentaire à la municipalité nyonnaise sur la liste numéro 2, les Vertes, Parti socialiste. Et je vous remercie d'avoir accepté de répondre à cette interview dont le concept est simple. Vous avez ici 20 questions, vous allez en choisir successivement 3 et vous aurez 5 minutes pour y répondre. Je vous propose de partir sur la première question. Vous pouvez me la donner. Et la première question est la suivante, la question numéro 4. Le complexe multisport de Colevray, est-ce là un bon projet? Alors, oui, et sans hésitation, c'est un bon projet parce qu'on a besoin en termes d'infrastructure d'avoir ce qu'il faut pour la ville. Les clubs sportifs, pour l'instant, se battent pour avoir de la place, donc on sera ravis de pouvoir déplacer toute une partie des clubs sportifs et les mettre à la disposition, les nouvelles salles de Colevray. Puis il y aura une salle qui permettra d'organiser des compétitions et une salle de 250, qui peut accueillir 250 spectateurs. Donc on va vraiment donner à la dimension sportive de la ville un complexe des moyens, des ressources et un joli projet pour aller avec. Donc c'est un très beau projet. La droite fait campagne notamment sur ce complexe multisport de Colevray suite au déplacement du FC Italia dans ce lieu. Il y a une pétition qui va être remise au conseil communal, enfin qui a été remise et qui va être traitée par le conseil communal au prochain conseil, une pétition de 2500 personnes. Qu'est-ce que vous en pensez, le déplacement du FC Italia à Colevray? Est-ce là une bonne idée? Alors, d'abord, rappeler que le FC Italia fait un énorme travail auprès des jeunes et qu'on est bien content d'avoir tous ces jeunes footballeurs s'entraîner sur ce stade de Maran. Le temps tourne, je me permets de revenir au cœur du sujet. Alors oui, éventuellement, d'abord c'est le laboratoire d'usage pour savoir ce qu'on pourrait faire de Maran, mais surtout, on ne peut pas déplacer avant qu'il y ait et la passerelle de mobilité et le complexe Colevray. Donc, mais s'il y a lieu de déplacer ce club à Colevray, est-ce une bonne idée? Ça pourrait l'être d'avoir un poumon vert au nord de la ville. Mais toutefois, il y a des études qui vont commencer dès ce semestre. Et puis, en fonction de ce qui sera dit, on verra les étapes suivantes. Très bien, je vous propose de passer à la seconde question. Le temps tourne. Merci de me la donner. Je la prends. C'est donc la question numéro 17. Quel management pour une collectivité? Je ne suis pas sûre de comprendre la question. Vous allez accéder à l'exécutif, vous allez devoir diriger une ville. Quel management allez-vous apporter à cet exécutif, à votre rôle de municipal, si vous êtes élu? Alors, je crois que d'abord, ce qui a restauré au sein de l'administration communale, c'est un collège municipal qui fonctionne de manière sereine et calme. Ça, c'est la première dimension. Mais votre style, justement, comment allez-vous pouvoir justement rassurer les employés communaux? Bon, il y a une nouvelle équipe RH qui est en train de se mettre en place. C'est à elle
de gérer l'ensemble des ressources humaines. Et puis, notamment, les deux outils qui seront fondamentaux dans cette affaire, c'est la mise en place du nouveau règlement du personnel. Ça avance bien. M. Triadès et le collège municipal avancent dans la négociation. Donc, il faudra le mettre en œuvre. Ça sera un outil qui permettra probablement de calmer les esprits. Et puis, les outils d'écoute du climat social, que là encore, les RRH mettront en place, permettront de savoir si l'ensemble des personnes, finalement, se retrouvent et puis sont heureux de travailler dans l'administration. Et puis, le fait est que le collège municipal doit rester à l'écoute en permanence aussi des employés. Donc un style de management tout à l'écoute. Valérie Mosner-Léger, je vous propose de passer à la dernière question. Ça va très vite. Oui, en effet. Et la dernière question de cette interview est la suivante. C'est la question 15. Péréquation et facture sociale, trop, c'est trop. Alors, le chiffre, effectivement, est impressionnant, puisque ça nous coûte de manière nette 40 millions net par an. Un des soucis de la facture de cette péréquation, c'est son absence de prévisibilité. Donc, elle va être remaniée. Ce qui serait bien, c'est qu'on puisse déjà lisser pour avoir une prévision, lisser peut-être sur 3 ou 5 ans, de manière à avoir une prévisibilité des comptes et des coûts. Et puis, un autre point, c'est quand même si on a un problème de facture sociale, c'est bien qu'il y a au départ un souci de revenus. Et pour la liste de gauche que je représente, le fait est que si les salaires étaient suffisants, il n'y aurait pas à aider le tiers des revenus des ménages vaudois, comme on le fait. Alors très rapidement, est-ce qu'il faudrait un statut spécial dans cette péréquation pour une ville comme Nyon qui est une ville-centre ? Alors, effectivement, comme le rappelle le syndic... Et vous avez 15 secondes pour répondre. Probablement oui, parce que ville-centre. Voilà. C'est tout, d'accord. Donc vous êtes pour l'initiative SOS Commune, là aussi, en un mot, oui ou non ? Plutôt non. Plutôt non. Plutôt non. C'est vraiment à regarder dans le détail, la complexité de ce dossier. Eh bien, Valérie Mosner-Léger, je vous remercie d'avoir participé à cette interview. Je rappelle que vous êtes candidate à l'élection complémentaire à la municipalité sur la liste numéro 2, Les Verts, le Parti socialiste. Merci beaucoup. Merci à vous. À bientôt. Et à noter et à corriger que le résultat du premier tour aura lieu le dimanche 5 février. On reste en actu, mais retour sur les réaménagements du Vieux-Bourg. La séance d'information publique avait lieu hier soir. Mercredi, elle était organisée par la municipalité. Entre inquiétudes, questionnements, mais aussi remarques et appréciations, nous avons tendu le micro au Glandois. Pourquoi vous étiez là ce soir ? En tant que propriétaire et concerné par les travaux. Et on va être les cobayes puisqu'on est au début de la Grande Rue. Parce que nous habitons à la rue du Nord et puis qu'on va être concernés par l'aménagement de la zone de rencontre devant le rallye et puis de toute notre rue. Qu'avez-vous pensé de cette séance d'information ? Je pensais que c'était bien utile, bien sûr. On a déjà participé aux séances de discussion pour les premiers esquisses du programme. Donc, c'est bien de savoir où on est maintenant. On n'a rien appris de très, 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 très neuf. Et on a déjà eu un contact avec des gens qui ont passé pour nous expliquer un petit peu les travaux. Donc c'était très bien. On a reçu quelques informations pertinentes. Maintenant, toutes les questions n'ont pas été répondues, mais c'était fort intéressant. C'était une chouette séance qui apportait des éléments et c'est vraiment chouette. Maintenant, pour moi, il a manqué des éléments techniques. Moi-même, je suis riverain de la Grande Rue au milieu. Et j'ai un véhicule d'entreprise, j'ai l'obligation de me garer dans un espace rangé, je ne peux pas être en extérieur. Et là, aujourd'hui, je ne sais pas si je vais devoir louer une place à l'intérieur ou bien si je vais pouvoir continuer à me parquer dans mon parking intérieur. Quelles sont vos remarques, doléances, inquiétudes ou points positifs par rapport à ce projet ? Inquiétude pour les personnes à mobilité réduite. Comment ça va se passer pendant les travaux ? Ça, c'est mon grand problème. L'idée de la rue de la Gare qui soit plus piétonne, je trouve ça intéressant. Parce que du coup, on va modifier un petit peu l'enjouement des voitures pour remonter cette rue. Mais je pense que peut-être justement le problème de trafic
peut-être le problème de camions pourrait engendrer certains agacements ou les accès des habitants à leur propre domicile. Peut-être que ça pourrait créer des soucis ou des tensions. C'est vrai qu'on parle de la Grand Rue avec les étapes. C'était pas forcément très clair de savoir si toute la Grande Rue serait ouverte en même temps ou s'il y allait avoir des tronçons. Ça, par exemple, on n'a pas eu cette information ce soir. Comment ça se fait que vous êtes toujours face à ces inquiétudes? Est-ce que vous avez des échanges en tout cas possibles avec les exécutifs et puis la ville de Gland de manière générale? Comment ça s'est présenté pour vous? Non, pour l'instant, on n'a eu aucun échange avec la partie de l'exécutif. On a été à peine informés du projet, en tout cas moi en tant que locataire. On a reçu quelques flyers, mais c'est toujours très léger comme information. Pourtant, il y a eu plusieurs rencontres avec la population. Qu'est-ce qui fait que, selon vous, ça ne passe pas à vous entendre dire? Je pense que les travaux sont d'envergure, même d'une grande envergure, et qu'il est compliqué d'avoir tous les riverains, et ça j'en suis bien conscient. Il aurait peut-être fallu avoir structurer les travaux en phase plus importante, avec une plus large durée de temps, plutôt que de mettre ça sur un horizon temps qui est quand même très court pour des travaux d'une si grande envergure. C'est vrai que les travaux vont débuter demain, on parle de début février. Il me semble qu'il y a encore beaucoup de questions ouvertes. On avait eu un avant-projet, une présentation de l'avant-projet et maintenant on est concrètement dans les travaux, mais il y a encore beaucoup de questions ouvertes. On a les adresses mail qui sont ouvertes où on peut poser nos questions, mais ça va aller très très vite. C'est pas que ça démarre maintenant, c'est que ça va durer encore 3 ou 4 ans. C'est un peu comment ça va se suivre. Est-ce qu'il y aura d'autres choses qui arrivent entre-temps? Mais oui, il faut juste vivre et voir. À noter qu'au niveau du calendrier, les travaux débuteront début février pour une durée de 3 ans. Place à nos invités du jour. Grégory, Dominique, Jordan, Rebété, je vous en prie, venez me rejoindre sur ce plateau. Avec vous, on va parler de la jeunesse de Givrin qui organisera la prochaine fête cantonale des jeunesses vaudoises du 31 juillet au 18 août. Bonjour messieurs, félicitations. Bonjour. Déjà. Merci beaucoup. Je suis étonnée, vous êtes en noir, pas en rose. Comment ça se fait ? C'est que, entre guillemets, on a plus besoin de se montrer maintenant. C'est vrai qu'on a eu la candidature, donc on peut rester aussi un peu sobre et changer un peu de couleur. Le rose quand même, fallait oser. Ça voulait dire quoi ? C'était surtout avoir une couleur très flashy pour aller sur les places de fête de tous les girons, toutes les manifestations qu'il y a pu avoir par les différentes jeunesses. Et puis se démarquer un peu de la concurrence qui était tyran, justement. Ouais. On voit d'ailleurs dans les images, tout le monde était en noir. Alors c'est une désignation qui est tombée à Savigny lors de la 103e Assemblée générale des délégués de la Fédération vaudoise des jeunesses campagnardes. Comment elle se déroule cette assemblée ? Alors en fait, il y a toujours 2 représentants par société de jeunesse. Et c'est vraiment organisé par le bureau central qui est tenu par Lucie Tueria, qui est vraiment la présidente de la VJC. Et puis c'est là où ils parlent des comptes, des futures manifestations, et puis des différentes activités qu'il y aura durant l'année pour les jeunesses. Ouais, alors vous allez organiser cette fête cantonale des jeunesses vaudoises, je l'ai dit, mais comment ça se fait que Givrin va accueillir cette fête ? J'imagine que vous avez dû remplir à des critères. Comment ça s'est passé ? Pourquoi Givrin et puis pas une autre place? Parce qu'on est plusieurs jeunesses. Pour faire un tel événement, on ne peut pas être juste la jeunesse de Givrin, on ne serait pas assez de personnes. Mais c'était vraiment un nom qui était assez connu dans toute la fédération, justement, des jeunesses campagnardes. Et puis surtout, question pour les terrains ou des choses comme ça, trouver une telle surface, c'est presque 30 hectares qu'il faudrait avoir à plat, un peu. C'est vrai que si on monte un peu plus dans le Jura, par exemple Saint-Georges ou Bassin, ça devient un peu compliqué, quoi. Ouais, c'est vrai que c'est pas rien. Lors de la précédente édition en 2019 à Savigny, justement, la manifestation avait attiré 115 000 personnes en 3 semaines. Givrin, c'est environ 1000 habitants. Vous allez mettre où tout ce monde ? Alors, ce sera vraiment... c'est vrai que c'est un gros challenge et tout. Après, c'est vrai qu'on ne vise pas autant que Savigny. Savigny, il ne faut pas oublier, c'était aussi le 100e. Donc, c'était aussi beaucoup plus médiatisé. Ça parlait aussi à beaucoup plus de monde et tout. Donc c'est vrai que nous, le but, c'est de faire une fête peut-être un poil plus petit, mais tout autant sympa aussi. Ouais. C'est vrai qu'on rigole, mais c'est une sacrée organisation. Qu'est-ce que ça implique dans votre quotidien jusqu'à la manifestation, justement ? Beaucoup de travail, pas mal de sacrifices. Moins d'heures de sommeil. Moins d'heures de sommeil. Ouais. Comme dirait un de nos potes, mettre un peu sa vie de côté. Ouais, et voilà. Mais
Ça aide beaucoup de jobs, pas mal d'émotions. Par moment des prises de tête, j'espère pas trop. Et puis, oui, voilà, après, c'est clair, prise de tête et tout, ça fait partie du jeu. Mais c'est vrai que c'est surtout des émotions, des moments de partage qu'on va avoir, autant des jeunes, mais aussi avec des anciens des jeunesses, mais aussi des anciens du village. Ça représente quoi, justement, pour un village qu'est Givrin? Ça représente vraiment la Cotonale. Au niveau jeunesse, c'est vraiment le Graal des manifestations. C'est vraiment le sommet. Je pense qu'on ne peut pas viser plus haut. Et c'est vrai que ça représente vraiment de montrer nos valeurs aux gens et d'apporter du plaisir, d'apporter de la danse, des sports, des moments conviviaux autour de la tonnelle, dans le caveau et tout. Et c'est vraiment important pour nous de montrer ça. Qui dit le Graal, j'imagine que ça met la pression aussi. On n'a pas le droit de se planter. Vous le ressentez comme ça? Ouais, non, on n'a clairement pas le droit de se planter, surtout après la candidature qu'on a fait. Les gens nous attendent. Hein. On a vraiment mis la barre déjà très haut. Donc beaucoup de personnes nous ont dit directement en sortant de l'Assemblée, bon les gars, on vous attend maintenant. On compte sur vous. Puis voilà, c'est quelque chose qui est tous les 5 ans, donc c'est pas 12 fois durant l'année qu'on voit ça. Donc c'est vrai que tous les 5 ans, ça met un peu la pression, puis on n'a pas trop le choix. Vous nous parliez d'émotion, on le voit à l'image de cette explosion de joie aussi. Il paraît que vous avez été fêté au champagne. Oui, tout à fait. Comment ça s'est passé ce retour? Justement, comme vous dites avant, c'est vrai qu'on est arrivé à la salle de Givrin et tout, il y avait tous les gens du village, même des gens du village, des villages en fait aux alentours. Et c'est vrai que moi je suis arrivé, je dis waouh, il y a toutes ces personnes, on ne peut pas les décevoir. C'est vraiment le Graal et puis il faut que ce soit là. C'est vrai qu'après, comme mon équipe m'a reçu au champagne, ça, je me dis c'est vrai qu'on a fait du bon travail, on l'a eu, tout le monde est content. Est-ce que franchement le champagne, ça correspond à une jeunesse moi, il y a quelqu'un qui m'a dit « Ah, tu t'es fait arroser à la bière ?» J'ai dit « Non, c'était au champagne, parce qu'on a quand même des valeurs et on a quand même une classe. » Ah, pardon, Givrin, c'est la classe. Alors, c'est vrai qu'au niveau des impôts, des loyers, des salaires, on gagne un peu plus. Voilà, c'est la petite piquée pour moi. Bon, puisqu'on parle un peu politique, on a vu sur les réseaux sociaux des photos, notamment avec la syndic, Regula Zellweger, qu'on salue ici. Qu'est-ce qu'elle vous a dit? Elle était super contente. Oui. Elle attendait bien. Elle voulait vraiment cet événement dans le village pour amener une jolie vitrine, comme elle dit, à la commune. Et c'est vrai qu'elle nous a suivis à fond sur les réseaux durant certains cortèges, même elle a fait avec nous. Elle s'est déplacée, elle a fait l'effort, donc vraiment, elle nous a bien surpris aussi. C'est vrai que la commune de Givrin, ils nous ont reçus, ils étaient vraiment à fond derrière nous. D'ailleurs, je les remercie, on n'a pas eu de peine à les satisfaire, à les convaincre. Et puis c'est vrai que même le dimanche de la votation, Regula, elle m'écrivait par message « Alors, c'est bientôt » et tout. Et tout de suite après, elle m'a appelé « Bravo, félicitations ». Et puis après qu'on est arrivé à Givrin, c'était un gros moment, mais autant pour elle que pour nous. J'imagine qu'aussi Givrin, les choses se mettent en place. Le rendez-vous, c'est du 31 juillet au 18 août. Mais comment est-ce que peut-être on peut vous aider, la jeunesse? Est-ce qu'il y a des choses déjà à mettre en place, comme vous voyez au niveau du calendrier, et peut-être mobiliser, je ne sais pas, les citoyens qui regardent? Niveau calendrier, les dates, ce sera du 31 juillet au 18 août, parce qu'il ne faut pas oublier qu'il y a quand même Paléo aussi dans la région, une grosse fête aussi importante. Après, pour nous aider, répondez présent le moment voulu pour tout ce qui est bénévole, après pour des montages, après il y aura aussi des repas organisés sur la place de fête, il y aura vraiment beaucoup de choses à voir. Après, il y a aussi tout ce qui est sponsoring, les entreprises de la région, on compte aussi sur eux. Pour terminer, si c'était la fête cantonale de vos rêves, vous diriez quoi? Pour moi, c'est cadeau et promis, ça va s'exaucer. Clairement. Non, c'est aussi une question de fierté de notre part. On veut montrer quelque chose qui est joli, qui nous ressemble. Moi, je n'ai pas envie de montrer quelque chose qui ne nous ressemble pas. Donc clairement, ça va être joli. Puis, comme dit souvent Jordan et tout, c'est vrai que dans 20 ans, 30 ans, se dire « Ah purée, mais on l'a fait cette Cotonale, et c'était bien, et puis on s'en souviendra encore. » Et c'est vraiment aussi important pour nous de garder ça, et puis c'est un boulot d'une vie presque, j'ai envie de dire, qu'on va s'en souvenir. En tout cas, on se réjouit de vivre ces instants avec vous, d'avoir des images aussi, toutes les images, toutes les photos, toutes les vidéos. Oui. Oui. Ouais, on va cacher 2-3, mais... Voilà, il reste à la Cotonale. Messieurs, merci beaucoup d'avoir été avec nous. Très belle journée à vous. À très bientôt. Bien. Merci. Du 27 au 29 janvier, plus de 15 000 personnes sont attendues à la station des Rousses pour la Coupe du Monde de ski de fond. Une première pour le domaine de la Dôle et même pour le Jura. Alexandra Caporal était sur place pour les préparatifs. Du 27 au 29 janvier, la station des Rousses et Jura-sur-Léman s'apprête à accueillir sa toute première Coupe du Monde de ski de fond. Des aménagements sont en train d'avoir lieu juste ici, au stade de ski nordique de la station des Rousses.
Anthony, Christophe, bonjour à tous les deux. Bonjour. Bonjour. Alors on se trouve ici sur cette piste de ski de fond. C'est une première pour la station des Rousses, Jura-sur-Léman, et c'est une première pour le Jura aussi. Qu'est-ce que ça représente d'accueillir une telle Coupe du Monde en termes de logistique pour une station comme la vôtre? Déjà, c'est un événement mondial qu'on accueille chez nous, puisqu'on aura des équipes d'un peu partout, de grandes équipes de ski de fond qui vont débarquer chez nous, donc c'est un honneur de les avoir ici. Nos services techniques ont déjà participé à l'organisation d'un point de vue logistique essentiellement. Tout ce qui est déneigement des parkings par exemple, la communauté de communes a mis en place des navettes qui vont pouvoir acheminer les gens du centre de la station jusqu'au stade des Tuffes pour éviter l'engorgement sur les parkings des milliers de personnes qui vont venir assister à cette Coupe du Monde. Ils estiment qu'il y aurait 5000 personnes par jour, bon, sur 3 jours, 15 000 à peu près. Alors la neige, elle est arrivée à point nommé, parce que c'est vrai que s'il n'y avait pas eu la neige, ça aurait été compliqué. Ils ont validé cette Coupe du Monde, c'était quand? C'était lundi matin. Lundi matin, parce que c'était un peu tendu. Et heureusement, parce que déjà l'année dernière, on n'avait pas pu la voir à cause du Covid. Donc cette année, si on avait eu la neige en moins, ça aurait été compliqué. Là, elle est là, tout le monde est prêt. Donc je pense que ça peut être un bel exercice. Comment ça se passe en termes d'aménagement? Vous avez dû employer plus de monde? Alors non, on a nos équipes à la Sogestar qui sont capables d'absorber ce flux. Et je le répète, on n'apporte qu'une aide logistique. Après, toutes les équipes organisatrices de la Coupe du Monde, oui, ont dû avoir des renforts pour pouvoir accueillir tous les athlètes. Nous, on va accueillir ces athlètes dans des hébergements à la station des Rousses, bien entendu, puisqu'on a la chance d'avoir une centrale de réservation qui gère un certain nombre d'appartements et qui gère l'hébergement pour ces gens-là. Mais l'aménagement, par exemple, de cette piste, ça veut dire que c'est les équipes de la Coupe du Monde qui s'occupent de ça, en fait, c'est ça? Tout à fait. Tout à fait, ils ont le matériel, ils ont des dameuses pour préparer les pistes, ils ont des enneigeurs pour enneiger les pistes et ils ont le staff technique pour ça. Quel intérêt, Christophe, pour votre station de recevoir une telle Coupe du Monde? De visibilité surtout, c'est vrai que ça fait un sacré coup de pub quand on voit le monde qui va arriver, quand on voit la communication qui se fait autour de ça. Cette station n'a cessé de grandir ces dernières années, de se développer. Il y a des nouveaux aménagements, des nouvelles remontées mécaniques, des nouveaux bâtiments qui se construisent. C'est aussi une preuve de montrer, Jura-sur-Léman grandit et est capable en fait d'accueillir un tel événement. Jura-sur-Léman est capable de faire du ski alpin comme est capable de recevoir en fait des grandes compétitions de ski de fond. D'ailleurs, le Jura, en gros, c'est la Mecque du ski de fond et tout le monde le sait, et tant mieux pour nous. Ouais. Et le fait qu'on ait une action comme ça ici, c'est exceptionnel et c'est très bien. Et puis le ski alpin, ça veut dire que ce sera pour bientôt? Faut pas rêver non plus. Il faut la descendre quand même. Ouais. Messieurs, merci beaucoup. Merci et puis, bel événement alors. Oui, merci. Merci, à bientôt. Mais oui, qu'il faut rêver, ça fait du bien, messieurs. Voyons, allez, on reçoit notre invitée suivante, Amandine Colli. Je vous en prie, venez me rejoindre sur ce plateau. L'athlète professionnelle de bodybuilding se lance désormais dans le coaching. Quels sont vos désirs et vos objectifs de compétition pour 2023? Bonjour Amandine. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous. Ça fait plus d'une année qu'on ne vous avait pas reçu. Et puis, je suis obligée de vous regarder. Quel changement? On essaye. Donc du coup, pour cette année, au niveau des compétitions, je suis actuellement en préparation pour mai. Ça sera aux États-Unis. Normalement, c'est New York et Pittsburgh peut-être, à voir. Donc voilà, ça, on est en plein dedans. Ouais, ça dit beaucoup de vous. Je vous dis quel changement et vous me parlez tout de suite de compétition. Finalement, vous êtes quelqu'un de très concentré. Vous restez toujours fixé sur les objectifs, c'est ça avant tout? Exact. Ouais. Alors, on va voir justement en images ces changements puisqu'on a des images de 2021, je crois. Quels sont justement les changements au niveau du poids et de la masse que vous avez gagné et qu'est-ce que vous avez atteint? Alors, en fait, j'avais envie, par rapport à ma morphologie, etc., de switcher de catégorie, de passer de figure à women's physique. Et puis du coup, j'ai dû prendre à peu près 8 à 9 kilos de masse musculaire, mais sèche par contre. Ouais. Women's physique, qu'est-ce que ça veut dire? Women's physique, c'est vraiment c'est une des plus grosses catégories chez les femmes. Après, il y en a encore une en dessus. La différence sur scène, on n'a pas de talons, on est à pieds nus. Et puis après, c'est surtout sur la masse musculaire aussi. Ouais. Est-ce que là, au niveau du mental, Amandine, ça veut dire qu'il y a eu du changement? Je sais que vous me disiez qu'il vous tenait à cœur de rester féminine, enlever les talons, c'est un symbole finalement du féminisme. Qu'est-ce que ça dit dans votre changement aussi de parcours au niveau du mental? Alors honnêtement, les talons, de toute façon, j'ai jamais aimé, donc ça tombe bien. Ensuite, après, au niveau de la féminité, ça, c'est une question que chacun peut se poser et on a une vision chacun différente de ça. Après, je sais que, par exemple, aux États-Unis ou dans d'autres continents, je serais beaucoup mieux vue qu'ici. Mais personnellement, moi, je suis très contente de comme je suis.
Mieux vu qu'ici, pourquoi? Qu'est-ce que ici, vous peut-être entendez? qu'on a moins l'habitude de voir ce genre de physique, donc on peut se poser plus de questions ou être plus intrigué. Mais voilà, faut être fort. Ouais. Alors c'est vrai que vous disiez que vous avez gagné environ 8 à 9 kilos. Ça, c'était les objectifs, mais je crois même que ça va au-delà de ça. Vous parlez jamais en tant que poids, ça m'intrigue. Pourquoi vous gagnez quelques kilos, mais vous ne dites pas votre poids? Pourquoi? Est-ce qu'il y a une sorte de tabou? Non, pas du tout. Après, c'est juste que pour les femmes dans le bodybuilding, sur scène, chez les professionnels, on ne regarde pas par rapport au poids. C'est juste pour ça que j'en parle pas. Ouais, qu'est-ce qu'on regarde justement? Qu'est-ce que les juges ils vont chercher? Alors déjà, ils vont regarder la ligne, si c'est une jolie ligne. On doit avoir un beau V-taper, on doit avoir des bonnes jambes. Et puis après, il y a aussi beaucoup tout ce qui est conditions. Donc si on est à sec sur scène et tout ça. Ouais, vous nous avez parlé de vos envies aujourd'hui de devenir coach. Pourquoi? Qu'est-ce que vous cherchez à faire? Alors en fait, je suis personal trainer depuis 3 ans. Et puis le but, c'était de pouvoir travailler de où je voulais et aussi pouvoir avoir une entrée d'argent quand je suis sur les lieux de compétition, si je pars 2-3 mois, etc. Et puis je me suis dit, le mieux, en fait, c'est de continuer mon métier, mais sous forme de coaching en ligne. Du coup, je peux travailler depuis où je veux et j'ai commencé fin décembre. Et là, j'ai déjà pu me mettre à 100% à mon compte, donc je suis super contente. Ouais, mais qui sont les personnes qui viennent vous voir? Est-ce que c'est des professionnels? Pas forcément, monsieur et madame tout le monde. Comment ça se passe? Alors, très honnêtement, là, en ce moment, j'ai 80%, je dirais, de personnes normales. Donc, en lifestyle, des personnes qui s'entraînent, qui veulent juste un peu changer leur physique. Et puis, après, je ne prépare pas encore d'athlètes parce que j'ai besoin de rester concentrée sur mes préparations. Puis, c'est vrai que préparer un athlète, c'est un travail qui est énorme. Donc, je préfère rester sur quelque chose que je peux gérer à 100% toute l'année. Ouais, alors Amandine, vous venez de Saint-Cergue, mais je sais que vous avez l'objectif d'aller notamment aux États-Unis, la Californie qui fait évidemment rêver. Floride. Floride, oui. Californie, ça c'était pour moi, je parle pour moi, désolée. Floride, Amandine. Pourquoi? Simplement parce que je me sens plus à l'aise avec ma routine, mon style de vie, et aussi parce que mon sport il est beaucoup plus développé dans ce continent qu'ici. Ouais. Est-ce que justement votre routine, elle est possible en Suisse? Est-ce que notre manière de vivre, de travailler, je ne sais pas, elle est adaptée aujourd'hui au bodybuilding ou pas du tout? Alors, je pense que si on a un objectif en tête, on peut toujours s'adapter. Après, c'est vrai que le seul souci, c'est par rapport au travail, dans le sens où demander à un employeur de partir, je ne sais pas moi, 4 fois 2 mois dans l'année, ils ne vont pas être très contents. Donc du coup, il faut se débrouiller, il faut être indépendant. Mais de toute façon, je pense que si l'objectif est clair, on arrive à s'adapter partout. Ouais. Le prochain objectif à court et à long terme, ça serait lesquels? Le court, c'est pour tout de suite maintenant, et à long terme, le rêve ultime d'Amandine Colli? Alors, à court terme, ça serait de gagner mon Pro Show, qui est en mai. Et à long terme, c'est de me qualifier pour l'Olympia. Et voilà. Amandine Colli, merci beaucoup d'avoir été avec nous. On se réjouit en tout cas de prendre de vos nouvelles et puis on vous suivra promis jusqu'en Floride. Merci. À très bientôt, au revoir. À la maison, un plaisir d'avoir été en votre compagnie. Bon week-end, on se retrouve à partir de lundi. Bonne suite de programme.